Salam ala ashraf al-mursalin. Nous allons commencer notre deuxième cours concernant l'introduction en géomorphologie. La dernière fois, nous sommes intéressés beaucoup plus aux formes de roches. À l'origine des roches. Nous avons vu les roches volcaniques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Donc, nous allons toujours continuer dans le même sens, expliquer la notion de géomorphologie. Donc, nous allons rappeler que la géomorphologie est divisée en quatre sous-parties. Chacune représente une composante du système Terre. Donc, la géomorphologie est l'étude de la lithosphère. Je le rappelle encore une fois. Elle entend expliquer les volumes et les formes terrestres à toutes les échelles. Donc, il y a le côté géodynamique interne, étudie l'orogenèse, comment se forme le relief, les processus internes à la Terre qui définissent les formes externes terrestres. Il y a aussi les processus exogènes, c'est-à-dire externes, ou la géodynamique externe. Elle s'intéresse aux interactions des reliefs avec les différentes composantes du système Terre. On s'intéresse ici aux processus d'érosion, ainsi qu'aux modelés et aux formes du relief, qui résultent de la géodynamique externe. Donc, le but de la géomorphologie est de décrire et comprendre les volumes terrestres. Donc, le facteur essentiel dans la géomorphologie est l'érosion. Donc, de quoi dépend le travail de cette érosion? Il dépend généralement de deux choses importantes, de deux paramètres importants. Donc, il y a la nature de l'agent érosif, donc les agents érosifs tels que les vents, donc on parlera ainsi de l'érosion éolienne. Il y a l'agent eau courante, donc c'est généralement les eaux, l'érosion fluviatile, ou bien les eaux par les eaux courantes, les eaux d'érosion hydrique. Il y a aussi les glaciers, qui représentent aussi un agent qui est très important dans le déplacement des matériaux. Il y a aussi l'érosion littorale ou bien marine. Donc chacun de ces agents érosifs a des processus bien déterminés. Donc ils façonnent généralement le relief en modelés caractéristiques. Le deuxième élément qui en quelque sorte détermine l'érosion, donc c'est la nature des roches. Donc en fonction de la nature des roches, l'érosion peut être soit importante, soit moins importante. Donc si la roche est dure, généralement elle est beaucoup plus résistante à l'érosion, et si la roche est moins dure et tendre, donc elle est facilement attaquée par les phénomènes érosifs. Donc les différentes roches, quand elles sont à l'air libre, s'érodent plus ou moins facilement selon leur nature. Une roche dure s'érodera moins rapidement qu'une roche tendre. L'érosion ne sculpte pas de la même manière, de la même façon, une région formée d'une seule sorte de roche et une autre région composée de plusieurs roches de dureté différentes. Une roche dure est laissée en saillie au-dessus d'une roche tendre que l'érosion a déblayée. On parle ainsi de l'érosion différentielle. Vous avez devant vous deux images, l'une du Grand Canyon des États-Unis et l'autre du Dead Horse Point, toujours aux États-Unis. Mais ce sont des images, c'est vrai qu'elles sont belles, mais elles montrent aussi l'efficacité de l'érosion différentielle. C'est-à-dire que l'érosion, elle attaque les parties les plus tendres et laisse les parties les plus dures.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir ce merveilleux paysage qu'a laissé l'érosion. Il y a aussi d'autres paysages que laisse généralement l'érosion. On peut distinguer aussi des paysages qui ont un aspect plus ou moins particulier et dépendent de la nature des roches qui composent leur sous-sol. Par exemple, des paysages granitiques ou bien des paysages calcaires. Donc, quand on parle de l'érosion, il y a tout d'abord un phénomène qui prépare d'abord cette érosion. C'est-à-dire que le premier maillon de l'érosion, c'est généralement l'altération. L'altération, c'est l'élément, le premier élément qui vient avant le déclenchement de l'érosion. On va voir dans ce cours-là, plus précisément, quels sont ou bien quel est le phénomène d'altération. Mais avant cela, je rappelle aussi que les roches originelles ou le socle continental résultent des épanchements volcaniques. Donc il y a l'origine de la roche qui vient des éruptions volcaniques. Les roches originelles n'ont cessé d'évoluer en surface au cours du temps du fait de leur mise en contact avec l'air et l'eau. Il s'est produit des conditions nouvelles qui ont transformé la roche de manière mécanique et chimique. La biosphère, quant à elle, exerce une action sur les trois composantes du système Terre, mais elle présente un impact direct sur la lithosphère. Les impacts du climat, des eaux et de la biosphère vont dans le sens d'une dégradation des roches. Depuis l'amont des reliefs, il se passe tout d'abord une désagrégation mécanique, c'est-à-dire une désagrégation, c'est-à-dire une fragmentation de la roche. Donc, la roche va s'effriter, va devenir comme des agrégats. Donc, elle va être altérée, désagrégée, fragmentée, donc si le terme le permet. Donc, la roche par ces phénomènes externes. Donc, il y a une désagrégation mécanique et une altération chimique des roches, associée, bien sûr, à des glissements. Une deuxième phase intervenant dans le processus d'érosion est la phase de transport des roches par gravité, par l'intermédiaire de fluides en mouvement tels que les eaux courantes ou les glaces. La dernière phase est la phase de sédimentation, ou bien la phase de dépôt. C'est une phase d'accumulation de la matière et de construction des nouveaux volumes. La formation des roches sédimentaires se réalise par solidification. Donc, en résumant, l'érosion, elle passe par trois étapes. Donc, il y a l'étape ablation, l'étape transport et l'étape dépôt. Donc, avant de parler de l'ablation, nous revenons au cours d'aujourd'hui et qui s'intéresse plutôt au phénomène d'altération. On parle aussi de météorisation. Donc, les deux termes sont plus utilisés dans ce domaine. Donc, quand on parle d'altération des roches, ou bien météorisation des roches, on veut dire que la roche, elle va être altérée, ou bien fragmentée, ou bien fractionnée par des phénomènes, ou bien par des processus chimiques et des processus mécaniques, voire aussi biologiques. Donc, pour que la roche soit fragmentée, il faut qu'elle soit attaquée par ces agents. Donc, la roche, elle va être fragmentée pour préparer le matériel pour qu'il soit incisé, puis transporté et, en fin de compte, déposé pour donner des roches sédimentaires. Les processus chimiques, généralement, précèdent généralement chronologiquement les processus mécaniques.
même si on a des processus mécaniques, il y a toujours des processus chimiques qui viennent avant, qui anticipent. Ils modifient localement la nature des roches. Nous allons voir, par exemple, la dissolution, qui est le processus chimique le plus important dans le phénomène d'altération chimique. Concernant le phénomène de l'érosion, la roche tend à disparaître visuellement. Elle passe de l'état solide à l'état liquide. Nous pouvons voir l'exemple de l'intensité de la dissolution dépend de la composition des roches en termes de minéraux. Il existe des roches très solubles, telles que le sel, le gypse, les calcaires, ce qui donne généralement des modelés karstiques. L'intensité de la dissolution dépend aussi du facteur température. Donc, plus la température est importante, plus la dissolution est aussi importante. Ainsi, la dissolution est plus active lorsque la température augmente. De même, la composition de l'eau intervient dans l'intensité du processus. Donc, on parlera aussi de dissolution qui est plus active lorsque l'eau est chargée en gaz et acide dissous. Par exemple, le CO2 accélère la dissolution des roches. Problème de monuments historiques en ville. Ainsi, la dissolution des roches reste inégale à la surface de la Terre selon la latitude. Donc, la combinaison de la température et des précipitations engendre une altération plus intense et plus profonde à proximité de l'équateur. Plus on est proche de l'équateur, plus la dissolution est plus importante, plus l'altération est plus intense. Donc les autres processus chimiques induisent la destruction irréversible des minéraux des roches. Les agents principaux sont l'eau, la chaleur et l'oxygène dans l'air. On parlera aussi, en tant que deuxième agent d'altération chimique, il y a aussi l'oxydation. L'oxydation, donc, d'où son nom, c'est à la présence d'oxygène, O2. C'est un processus de réaction chimique produite par la présence du dioxygène, trouvé dissous dans l'eau. Donc l'oxydation affecte tous les composés ferriques qui changent de couleur. Des fois, on les trouve bruns ou bien rouges. Le troisième élément important dans l'altération chimique, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse, donc en présence généralement de l'eau aussi, c'est une rupture de la roche due à l'eau. Elle détruit les structures cristallines des roches du fait de la présence du liant H3O+, contenu dans l'eau. Donc les processus chimiques d'une manière générale sont à l'origine de la formation des sols en surface par réaction chimique des roches. Il s'agit de la pédogénèse. Les processus chimiques induisent une modification chimique et physique des roches. Donc on revient toujours à expliquer que s'il n'y a pas altération, on ne peut pas avoir le phénomène, bien le processus d'érosion. Donc il y a tout d'abord l'altération chimique qui prépare le matériel pour que par la suite intervienne l'érosion. Le deuxième processus que nous allons voir, c'est le processus d'altération mécanique. Et là, nous avons trois grands paramètres qui vont intervenir. Ce sont généralement le phénomène de température, le phénomène de gel, et on va rajouter aussi par la suite le phénomène de sel. Donc le plus important processus mécanique, c'est la variation des températures qui entraîne une dilatation des matériaux. Ainsi, plus les variations de température sont fortes et rapides,
plus la contraction et la dilatation des roches sont importantes. Et ce phénomène s'observe généralement dans les régions les plus arides, où il y a des fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer généralement pour les roches, surtout qui sont composées de matériaux, bien de minéraux différentiels, tels que le granit. On connaît très bien l'origine et la formation du granit, donc qui se forme au fond du magma, donc par un refroidissement lent et différentiel des minéraux. Donc on va voir aussi que sa fragmentation se produit de la même manière, mais inversement à sa formation. On va expliquer cela. Donc le granit, tout le monde connaît qu'il est composé de feldspath, de mica et de quartz. Donc cette variation de température, donc entre le jour et la nuit, il faut qu'elle soit aussi très importante, donc une très forte amplitude thermique, va influencer sur la variation du volume des différentes grains qui constituent le granit. C'est-à-dire qu'il y aura une variation du volume différentielle entre ces trois composantes. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons assister à un éclatement de la roche pour cette raison de différence de dilatation entre les trois minéraux. Et donc, en premier lieu, nous aurons par exemple la présence d'écailles au niveau de la roche, et la roche va graduellement s'effriter et donner naissance à une roche meuble. Donc, ces variations du volume, je rappelle, des roches, favorisent la fissuration, puis le fractionnement de la roche. Donc, à ce moment-là, c'est le phénomène de thermoclastie. Donc, thermoclastie, c'est un terme qui est composé de deux termes. Donc, thermo, ça veut dire température, et clastie, ça veut dire casser, bien fragmenté. Donc, la variation de température modifie le volume des roches. Contraction, dilatation. Ce phénomène de thermoclastie est d'autant plus efficace lors de l'alternance gel-dégel, car il se produit un changement d'état de l'eau, entraînant une variation du volume de l'eau qui accentue la fissuration de la roche, ainsi qu'on appelle gélifraction. Donc c'est le deuxième phénomène majeur dans l'altération mécanique, la gélifraction. La gélifraction, d'où son nom, donc il y a gel et fraction, donc c'est un terme aussi composé. Donc c'est une fragmentation de la roche par l'effet du gel. Donc tout le monde connaît, si on met une bouteille d'eau dans le freezer, plus précisément, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va s'éclater. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau va augmenter de volume lorsqu'il va devenir glace. Et donc c'est la raison pour laquelle quand l'eau s'infiltre dans les interstices, dans les fissures de la roche, donc, et si la température diminue au-dessous de 0 degré, cela entraîne une cristallisation de l'eau, donc qui devient gel, et à ce moment-là, cette action va permettre à ce cristal de glace d'augmenter de volume et d'exercer une force interne sur la roche qui va provoquer une fissuration graduelle et un éclatement
finalité de la roche. Donc, la gélification, c'est aussi un processus de fissuration de la roche par la variation du volume d'eau contenu dans la roche. Donc, les endroits les plus favorables à ces processus de thermoclastie et de gélification concernent les lieux où il existe de fortes variations de température dans un laps de temps très court, tels que les déserts ou les hautes montagnes. Par exemple, il y a aussi, j'allais oublier, le phénomène aussi de sel. Donc, et ce phénomène s'appelle l'alloclastie. Allo, ça veut dire lalite, et ça veut dire sel, et clastie, ça veut dire fragmentation par l'effet du sel. Donc, qu'est-ce qui va se passer aussi? Donc, le sel, tout le monde connaît qu'il est soluble dans l'eau, et donc il va s'infiltrer par le biais de l'eau. Donc, quand il y a une eau qui est chargée en sel, donc elle va pénétrer au niveau des interstices de la roche. Et donc, à un certain moment, donc l'eau va s'évaporer et elle va laisser ces cristaux de sel s'installer petit à petit, donc au niveau de la roche, à l'intérieur de la roche. Et donc, ce cumul de dépôt de sel à l'intérieur de la roche, il va lui-même aussi provoquer une force interne qui va briser la roche et qui va faire éclater la roche et donner naissance à un effritement de la roche. Il y a un troisième paramètre très important aussi, donc c'est le phénomène, bien l'altération par les organismes végétaux. Et qui sont quand même un facteur d'altération très important. Donc les organismes végétaux sont un facteur important dans l'altération des roches. Donc leurs racines s'incrustent dans le sol et fissurent les roches sous-jacentes. Néanmoins, il est à noter que les végétaux peuvent protéger les roches des précipitations du fait de leur présence. Mais aussi, les végétaux, bien par leurs racines aussi, peuvent fragmenter les roches, donc peuvent les rendre sous forme de minéraux libres. Donc l'action aussi des fluides en mouvement, tels que l'eau liquide, n'est pas aussi négligeable. Donc il y a des vagues aussi sur les littorales, des gouttes d'eau sur un sol nu, donc c'est l'effet splash, le ruissellement de l'eau aussi, il favorise l'effritement et la destruction des roches. Il y a aussi l'action de la glace sur les roches. Les glaciers rabotent le substratum sur lequel ils se situent. En dernier lieu, il y a un autre phénomène, mais qui principalement se trouve surtout dans les régions désertiques. Donc généralement, c'est l'action de l'air en mouvement ou bien le vent, plus précisément. Donc l'action du vent sur les roches est plus efficace lorsqu'on observe la présence de particules solides dans l'air. Donc il y a un phénomène qu'on appelle la corrosion éolienne, qui a lieu de préférence dans des milieux désertiques, lorsque les fluides transportent de petites particules solides, et à ce moment-là, l'altération des roches est alors favorisée. C'est le cas dans le lit d'une rivière où l'eau transporte des galets qui ont un impact direct sur les roches. Donc en définitive, pour ce cours-là, donc, qui est très intéressant et qui normalement nous guide ou bien nous montre que l'érosion ne peut se faire sans ce phénomène d'altération. Et pour ce phénomène d'altération, donc il y a une, comment dirais-je,
une action composée entre les processus chimiques et mécaniques qui jouent de manière synchrone le plus souvent lors de cette phase d'altération des roches. Donc, il y a une action simultanée, hein, ou bien des fois composée de ces deux phénomènes, et qui sont généralement à l'origine de cette préparation du matériel qui pourrait par la suite transporter ou bien inciser par le phénomène d'érosion, puis par la suite transporter et en fin de compte déposer. Donc je vous remercie pour votre attention et on se reverra pour notre prochain cours qui concernera la géomorphologie structurelle.